Regarde-toi, Alia, toujours à raccommoder des vieilles chaussures, c'est pathétique. Tu ne seras jamais rien de plus qu'une pauvre artisane. Tout le monde ici le voit. Alia, s'il te plaît, pardonne-moi pour toutes mes moqueries. J'ai été horrible, je regrette tellement. Je suis sincèrement désolée, je t'en suis. Cette histoire va te montrer pourquoi il ne faut jamais se moquer de quelqu'un qui travaille avec ses mains. Parce que parfois, la personne que tu méprises aujourd'hui, c'est celle qui va te sauver demain. Et ce qui s'est passé entre Alia et sa copine d'enfance à Douala, personne ne l'avait vu venir. Personne. Et je te promets que si tu restes jusqu'à la fin, tu ne regarderas plus jamais de la même façon les gens qui travaillent moins dans la rue. Plus jamais. Avant de continuer, dis-moi en commentaire de quel pays tu me regardes en ce moment. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Abonne-toi, active la cloche de notification et laisse un like sur cette vidéo. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à te raconter des histoires comme celle-là. Maintenant, installe-toi bien, parce que cette histoire va te secouer. Alia avait grandi dans un quartier populaire de Douala. Un quartier où tout le monde se connaissait, où les enfants jouaient ensemble dans la poussière après l'école, où les mamans s'appelaient d'une maison à l'autre pour se prêter du sel ou de l'huile, où les papas rentraient le soir fatigués mais souriants parce qu'ils avaient gagné le pain de la journée. C'était un quartier modeste, mais il y avait de la vie, il y avait de l'amour, il y avait cette chaleur humaine qu'on ne trouve que dans les quartiers où les gens n'ont pas grand-chose, mais partagent tout ce qu'ils ont. Et dans ce quartier, il y avait un homme que tout le monde respectait. Un homme simple, humble, mais dont les mains savaient faire des miracles. Cet homme, c'était le père d'Alia. On l'appelait Papa Moussa. Papa Moussa était cordonnier. Il réparait les chaussures. Et pas dans une grande boutique, pas dans un centre commercial. Non. Il travaillait sous un petit auvent en tôle, installé au bord de la route, avec ses outils posés sur un vieux tabouret en bois. Il avait ses cols, ses fils, ses aiguilles, ses morceaux de cuir. Et avec tout ça, il redonnait vie à des chaussures que les gens pensaient bonnes à jeter. Les gens venaient de loin pour lui confier leurs souliers, parce que Papa Moussa ne faisait pas un travail quelconque. Il faisait un travail de qualité. Quand il réparait une chaussure, c'était comme si elle était neuve. Et il le faisait avec amour, avec patience, avec fierté. Les gens du quartier disaient souvent que Papa Moussa ne réparait pas seulement des chaussures, il réparait la dignité des gens. Parce que quand tu n'as pas les moyens de t'acheter des souliers neufs et que quelqu'un te rend les tiens comme neufs, c'est ta fierté qu'il te rend. Et Papa Moussa comprenait ça. Il savait que chaque paire de chaussures qu'il recevait portait une histoire. L'histoire d'un homme qui marchait des heures pour aller travailler. L'histoire d'une femme qui voulait être belle pour aller à l'église le dimanche. L'histoire d'un enfant qui avait une seule paire de souliers pour aller à l'école. Et il traitait chaque paire avec le même respect. Alia, depuis toute petite, restait assise à côté de son père pendant qu'il travaillait. Elle le regardait, elle observait chaque geste, comment il tenait l'aiguille entre le pouce et l'index, comment il tirait le fil d'un geste sec et précis. Comment il coupait le cuir avec cette lame qu'il gardait toujours bien aiguisée, comment il collait les semelles en pressant fort avec ses deux mains, comment il soufflait doucement sur la colle pour qu'elle sèche plus vite, comment il frottait le cuir avec un vieux chiffon pour lui redonner son éclat. Elle ne disait rien, elle regardait. Ses petits yeux suivaient chaque mouvement comme si elle regardait un spectacle magique. Et un jour, Papa Moussa a remarqué que sa fille ne le quittait jamais des yeux quand il travaillait. Alors il a posé son outil, il s'est tourné vers elle, il lui a souri de ce sourire doux que seuls les pères savent donner, et il lui a dit quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Il lui a dit que ce travail, c'est un héritage, que les mains qui savent créer ne seront jamais pauvres. Que peu importe ce que les gens disent, celui qui maîtrise un métier a un trésor que personne ne peut lui voler. Il lui a dit que l'argent peut partir, que les maisons peuvent brûler, que les voitures peuvent tomber en panne, mais que le savoir qui est dans tes mains, ça reste avec toi jusqu'à la mort. Et même après la mort, parce que tu le transmets à tes enfants. Alia ne comprenait pas tout à cet âge-là. Elle avait à peine 7 ans, mais elle a senti que son père lui disait quelque chose d'important, quelque chose de sacré. Et elle l'a gardé dans son cœur comme un trésor. Alia avait 7 ans quand son père lui a mis pour la première fois une aiguille entre les doigts. Ses petites mains tremblaient. L'aiguille était trop grosse pour ses doigts fins. Elle a essayé de piquer dans le cuir, mais l'aiguille a glissé et elle s'est piqué le doigt. Le sang a coulé. Elle a pleuré.
Papa Moussa n'a pas paniqué. Il a pris sa main, il a soufflé dessus, il a mis un petit tissu autour de son doigt et il lui a dit que c'était normal. Que tout le monde se pique au début. Que même lui, quand il était petit, il s'était piqué des centaines de fois. Et que chaque piqûre, c'est une leçon. Le lendemain, Alia est revenue. Elle s'est assise sur le même tabouret. Elle a repris l'aiguille. Et elle a recommencé. Le surlendemain aussi. Et le jour d'après aussi. Papa Moussa ne la forçait jamais. C'est Alia qui revenait d'elle-même. Parce qu'elle aimait ça. Elle aimait sentir le cuir entre ses doigts. Elle aimait l'odeur de la colle et du cuir neuf qui se mélangeaient dans l'air. Elle aimait le bruit sec du fil qui traversait le cuir. Et surtout, elle aimait voir une chaussure abîmée redevenir belle grâce à ses mains. Pour elle, c'était de la magie. Et son père était le plus grand magicien du monde. Les années ont passé. Alia a grandi. Elle est devenue une belle jeune fille. Grande, mince, avec un sourire qui éclairait tout le quartier. Elle avait ce genre de beauté naturelle qui n'avait besoin d'aucun maquillage, d'aucun artifice. Juste son sourire suffisait pour attirer les regards. Tout le monde disait qu'elle était trop belle pour rester assise, à coudre des chaussures. Les voisines disaient à sa mère que cette fille devrait chercher un bon mari ou aller travailler dans un bureau quelque part. Certaines allaient même plus loin. Elles disaient que c'était du gâchis. Aucune fille avec ce visage-là devrait profiter de sa beauté pour se trouver un homme riche et vivre confortablement. Mais Alia ne les écoutait pas. Elle secouait la tête et elle retournait à son travail. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle voulait continuer le travail de son père. Et Papa Moussa était fier d'elle, tellement fier. Quand il la regardait coudre avec cette précision, avec cette concentration, ses yeux brillaient. Parce qu'il savait que son héritage ne mourrait pas avec lui, que sa fille porterait le flambeau. Mais la vie n'est pas toujours gentille avec les bonnes personnes. La vie, parfois, elle frappe sans prévenir. Elle frappe les gens qui ne le méritent pas. Et elle frappe fort. Un matin, Papa Moussa ne s'est pas levé. Sa femme l'a appelé. Il n'a pas répondu. Elle l'a appelé une deuxième fois. Plus fort. Nana, toujours rien. Elle s'est approchée du lit. Elle l'a secoué doucement d'abord. Puis plus fort. Puis elle a crié son nom. Il ne bougeait plus. Son corps était froid. Papa Moussa était parti dans son sommeil. Comme ça, sans prévenir, sans dire au revoir, sans embrasser sa fille une dernière fois. Le médecin est venu, il a examiné le corps. Il a dit que son cœur s'était arrêté pendant la nuit. Comme ça, un cœur qui bat toute une vie et qui décide de s'arrêter une nuit sans raison. Alia avait 19 ans. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé dans le cœur d'Alia. Le monde est devenu silencieux. Les couleurs ont disparu. Elle ne mangeait plus. Elle ne parlait plus. Elle ne pleurait même plus parce que les larmes avaient séché. Elle restait assise devant l'auvent de son père, à regarder ses outils sans rien toucher. Elle fixait l'aiguille de son père posée sur le tabouret. Elle fixait le fil enroulé autour de la bobine. Elle fixait le morceau de cuir qu'il n'avait jamais fini de coudre. Comme si en regardant ces objets assez longtemps, elle pouvait faire revenir l'homme qui les utilisait. Pendant des semaines, elle est restée comme ça. Les voisins venaient en la consoler. Ils lui apportaient à manger. Ils lui parlaient. Mais c'était comme parler à un mur. Sa mère pleurait tous les jours. Elle avait perdu son mari. Mais en regardant sa fille, elle avait l'impression de l'avoir perdue aussi. Alia était là, physiquement. Mais son esprit était ailleurs. Son esprit était parti avec son père. Et puis, un matin, très tôt, avant que le soleil ne se lève, quelque chose s'est passé. Alia est sortie de la maison. Elle a marché dans la nuit encore sombre. Alors elle est allée s'asseoir sur le tabouret de son père. Elle a pris l'aiguille, elle a pris le fil et elle a commencé à coudre. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a raté les 3 premiers points. Les larmes coulaient sur ses joues et tombaient sur le cuir. Mais elle cousait, pointe après point, fil après fil, comme son père lui avait appris. Et avec chaque point, elle sentait quelque chose revenir en elle. Pas la joie, pas encore, mais la force de continuer. Ce matin-là, quand le soleil s'est levé et que les premiers rayons ont éclairé l'auvent de Papa Moussa, Alia a pris une décision. Elle allait reprendre le travail de son père. Pas juste pour gagner de l'argent, pas juste pour survivre, mais pour que son nom ne meure jamais. Elle allait créer quelque chose de grand, une entreprise, une vraie entreprise. Au nom de Papa Moussa. Et personne, absolument personne, ne pourrait l'en empêcher.
Les premiers mois ont été très durs, terriblement durs. Les gens du quartier ne prenaient pas Alia au sérieux. Une jeune fille qui répare des chaussures au bord de la route, ça faisait rire certains. Les hommes passaient devant elle et se moquaient entre eux. Ils disaient que ce travail, c'est un travail d'homme, que cette petite n'allait pas tenir. D'autres avaient pitié d'elle. Ils disaient que c'était triste de voir une si belle fille gâcher sa jeunesse comme ça, que son père n'aurait pas voulu ça pour elle. Mais il se trompait. Son père aurait voulu exactement ça. Parce que son père savait que le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, ce n'est pas de l'argent, c'est un métier. Alia ne répondait à personne. Ou alors elle ne perdait pas son énergie à convaincre ceux qui ne comprenaient pas. Elle travaillait, du matin au soir, sous le soleil brûlant de Douala, sous la pluie qui tombait sans prévenir et qui transformait la route en rivière de boue. Elle réparait, elle cousait, elle collait. Et elle faisait du bon travail, du très bon travail, parce que Papa Moussa lui avait tout appris. Chaque geste qu'elle faisait, c'était son père qui guidait ses mains. Et quand elle fermait les yeux en cousant, elle pouvait presque sentir sa présence à côté d'elle. Son odeur, sa voix calme qui disait « doucement, pas trop vite, laisse le fil respirer ». Petit à petit, les clients sont revenus. Ceux qui connaissaient Papa Moussa ont vu que sa fille avait le même talent, la même précision, le même souci du détail. Ils lui ont confié leurs chaussures. Et quand ils ont vu le résultat, quand ils ont vu que cette jeune fille faisait un travail aussi beau que celui de son père, ils ont parlé d'elle à leurs amis, à leurs voisins, à leurs collègues. Le bouche à oreille a fait le reste. Alia commençait à se faire un nom. Pas un grand nom, pas encore. Mais les gens savaient que si tu voulais une bonne réparation de chaussures dans ce quartier, c'est chez Alia qu'il fallait aller. Et ça, pour Alia, c'était déjà une victoire. Mais il y avait quelqu'un qui ne supportait pas de voir Alia réussir. Quelqu'un qui, au lieu de l'encourager, au lieu de la soutenir, prenait plaisir à la rabaisser, à l'humilier, à la ridiculiser devant tout le monde. Cette personne, c'était Alice, la copine d'enfance d'Alia. Alice et Alia avaient fait grandir ensemble. Elles avaient joué ensemble quand elles étaient petites. Ou alors elles avaient couru pieds nus dans la poussière. Elles avaient partagé des secrets, des rires, des pleurs. Elles avaient mangé dans la même assiette quand il n'y avait pas assez de nourriture pour 2 plats séparés. À une époque, elles étaient inséparables. Les gens du quartier les appelaient les jumelles parce qu'on ne voyait jamais l'une sans l'autre. Mais les chemins se sont séparés. Alice avait rencontré un homme riche, un homme d'affaires qui avait de l'argent, beaucoup d'argent. Personne ne savait exactement d'où venait cet argent. Certains disaient que c'était un commerçant, d'autres disaient autre chose. Mais Alice ne posait pas de questions. L'argent était là, et c'est tout ce qui comptait pour elle. Et Alice avait changé du jour au lendemain. Elle qui portait des sandales en plastique comme tout le monde dans le quartier. Maintenant, elle portait des talons hauts qui claquaient sur le goudron. Elle qui mettait des robes simples en pagne, maintenant elle portait des robes de marque venues d'Europe. Elle qui prenait le taxi avec Alia, maintenant elle avait une voiture noire avec un chauffeur en uniforme qui lui ouvrait la portière. Elle avait quitté le quartier pour aller vivre dans un beau quartier résidentiel avec de grandes maisons, des jardins et des gardiens à l'entrée. Et elle revenait de temps en temps au marché, pas pour acheter, non, juste pour montrer aux gens du quartier qu'elle avait réussi, que sa vie avait changé, qu'elle n'était plus comme eux. Elle marchait lentement dans les allées du marché, ses lunettes de soleil sur le nez, son sac à main de marque accroché au bras, et elle regardait les gens autour d'elle comme si elle visitait un zoo. Et chaque fois qu'Alice passait devant l'auvent d'Alia, elle s'arrêtait. Toujours. Elle ne pouvait pas s'empêcher de s'arrêter. Elle regardait Alia de haut en bas avec un petit sourire en coin. Et elle parlait, fort, très fort, pour que tout le monde autour entende bien ses paroles. Elle disait des choses comme « Regarde-toi, Alia, c'est comme ça tu es devenue. Pourquoi une belle fille comme toi fait ce travail? Coudre des chaussures, c'est ça ta vie maintenant. Si tu voulais, tu pouvais trouver un homme riche toi aussi, mais tu préfères rester là dans la poussière avec tes aiguilles. C'est vraiment dommage. » Et elle secouait la tête avec cette fausse pitié qui était pire que du mépris. Puis elle ajoutait « La vie c'est des choix, ma chérie. Moi j'ai fait le bon choix, toi tu as fait le mauvais. » Et elle riait, ce rire fort et cruel qui résonnait dans tout le marché. Les gens du marché regardaient. Certains riaient avec Alice, parce que c'est facile de rire avec les puissants.
D'autres baissaient tôt la tête, gênés, parce qu'ils savaient que ce qu'Alice faisait n'était pas bien. Mais personne ne disait rien à Alice. Personne ne la remettait à sa place. Parce qu'Alice avait de l'argent. Et dans ce monde, quand tu as de l'argent, les gens te laissent dire ce que tu veux, même quand c'est méchant, même quand c'est cruel, même quand c'est injuste. Et Alia, qu'est-ce qu'elle faisait pendant qu'Alice parlait comme ça? Rien, absolument rien. Elle ne levait même pas la tête. Elle ne regardait même pas Alice. Elle continuait à coudre, pointe après point, ou à fil après fil. Ses mains restaient instables. Son regard restait fixé sur son travail. Elle ne répondait pas. Elle ne se défendait pas. Pas parce qu'elle avait peur, pas parce qu'elle était faible, pas parce qu'elle n'avait rien à dire. Non, mais parce qu'elle savait quelque chose qu'Alice ne savait pas. Elle savait que le travail silencieux finit toujours par parler plus fort que les mots. Elle savait que la patience est une arme plus puissante que tous les discours du monde. Elle savait que les moqueries ne durent qu'un temps, mais que le talent dure toute une vie. Et elle savait que le jour viendrait où ses mains lui donneraient tout ce que les moqueries d'Alice essayèrent de lui enlever. Alors elle laissait Alice parler. Et elle cousait. Ça a duré des mois. Chaque semaine, Alice revenait. Chaque semaine, elle se moquait. Et chaque semaine, elle trouvait de nouvelles paroles blessantes à lancer. Et chaque semaine, Alia restait silencieuse. Les femmes du marché commençaient à avoir de la peine pour Alia. Elles s'approchaient d'elle après le départ d'Alice et elles lui disaient de ne pas écouter cette fille. Elle lui disait qu'elle faisait un beau travail, qu'Alice était jalouse en réalité, qu'un jour les choses changeraient. Mais Alia souriait doucement et elle les remerciait. Elle n'avait pas besoin qu'on la console. Elle n'avait pas besoin de la pitié des gens. Elle avait besoin de temps, juste du temps. Parce qu'en silence, Alia préparait quelque chose de grand. Le soir, après avoir fermé son auvent, quand le quartier s'endormait et que les rues devenaient silencieuses, Alia ne dormait pas. Elle s'asseyait sous une petite lampe dans sa chambre et elle dessinait. Elle dessinait des modèles de chaussures. Pas des réparations, des créations, des chaussures originales, des sandales élégantes avec des motifs africains, des souliers en cuir travaillés à la main avec des perles et des coutures décoratives, des bottes basses en cuir souple avec des finitions qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Elle imaginait des designs que personne n'avait jamais vus, des designs qui mélangeaient la tradition et la modernité, l'Afrique et le monde, la simplicité et le luxe. Elle mettait dans chaque dessin tout l'amour que son père lui avait transmis. Elle mettait toute sa douleur, toute sa détermination, toute sa rage silencieuse. Et ses dessins étaient des magnifiques. Certains soirs, elle restait éveillée jusqu'à 3 heures du matin, à pencher sur ses feuilles, à dessiner encore et encore, à effacer, à recommencer, jusqu'à ce que le modèle soit parfait. Elle avait aussi commencé à économiser. Chaque pièce qu'elle gagnait, elle en mettait une partie de côté. Elle mangeait peu. Elle ne s'achetait rien. Pas de vêtements neufs, pas de bijoux, pas de téléphone. Rien. Tout son argent allait dans une petite boîte en métal qu'elle cachait sous son lit. Elle comptait l'argent chaque soir avant de dormir. Et chaque soir, elle souriait en voyant que la somme grandissait. Lentement, très lentement, mais sûrement. Elle savait que le jour viendrait où elle aurait besoin de cet argent pour lancer son rêve. Le rêve de créer une entreprise au nom de Papa Moussa. 1 an a passé, puis 2. Alia travaillait toujours sous son auvent. Mais quelque chose avait changé. Ses réparations étaient devenues des œuvres d'art. Les gens ne venaient plus seulement pour réparer leurs chaussures. Ils venaient pour voir comment elle travaillait. Ils venaient pour admirer la précision de ses gestes, la grâce de ses mains, la concentration intense sur son visage. Certains la filmaient avec leur téléphone. Ils mettaient les vidéos sur les réseaux sociaux. D'autres lui demandaient si elle pouvait créer des chaussures sur mesure. Et Alia disait oui. Elle a commencé à fabriquer ses propres modèles, avec le peu de matériel qu'elle avait, avec le cuir qu'elle achetait au marché en négociant chaque prix, avec les outils usés que son père lui avait laissés. Et ses chaussures étaient extraordinaires. Chaque paire était unique. Chaque paire racontait une histoire. Les coutures étaient parfaites, droites, régulières, un art comme tracé à la règle. Le cuir était travaillé avec une finesse incroyable. Les motifs africains qu'elle gravait sur le cuir étaient d'une beauté à couper le souffle. Les gens du quartier n'en revenaient pas. La petite Alia qui réparait des chaussures au bord de la route fabriquait maintenant des souliers plus beaux que ceux qu'on trouvait dans les boutiques du centre-ville.
Alice, elle, continuait ses visites au marché. Elle continuait à se moquer. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Il y avait moins d'assurance dans son regard, plus de nervosité dans sa voix, parce qu'elle voyait que les gens autour d'Alia ne la regardaient plus avec pitié. Ils la regardaient avec admiration, avec respect. Et ça, Alice ne le supportait pas. Alors elle augmentait ses moqueries. Elle parlait encore plus fort. Elle riait encore plus fort. Comme pour couvrir le bruit de la réussite silencieuse d'Alia. Mais plus elle parlait fort, plus son insécurité se voyait. Et Alia, elle, continuait à coudre, sans lever la tête, sans dire un mot. Mais le destin avait un plan, et ce plan allait changer la vie d'Alia pour toujours. C'était un jeudi après-midi. Le soleil tapait fort sur Douala. L'air était lourd et humide comme toujours. Les gens marchaient lentement dans la chaleur. Les vendeurs du marché s'éventaient avec des morceaux de carton. Alia était concentrée sur une paire de chaussures qu'elle fabriquait. Des sandales en cuir marron avec des motifs africains qu'elle avait dessinés elle-même la veille au soir. Elle était tellement absorbée par son travail qu'elle n'a pas remarqué la grosse voiture noire qui s'était arrêtée de l'autre côté de la route. Un homme en est sorti, au grand, élégant, costume bien taillé, chaussures en cuir impeccable, lunettes de soleil. Il avait l'air de quelqu'un d'important. Il s'appelait Karim. C'était un homme d'affaires. Un vrai. Pas quelqu'un qui montrait sa richesse pour impressionner les gens. Non. C'était un homme qui avait construit sa fortune avec son intelligence, son travail et sa vision. Il avait des entreprises dans plusieurs villes. Il voyageait beaucoup. Il connaissait le monde des affaires comme personne. Et ce jour-là, il passait par ce quartier par hasard. Sa voiture avait pris un détour à cause d'un embouteillage monstre sur la route principale. Son chauffeur avait emprunté les petites rues du quartier pour éviter les bouchons. Et c'est comme ça que Karim s'est retrouvé devant l'auvent d'Alia, par pur hasard. Ou peut-être pas. Et peut-être que le destin avait décidé que ces deux personnes devaient se rencontrer ce jour-là. Karim a traversé la route et il s'est approché de l'auvent d'Alia. Il l'a regardé travailler pendant un long moment sans rien dire. Debout, les bras croisés, il observait. Il a observé ses mains, la précision chirurgicale de ses gestes, la concentration totale sur son visage, la qualité exceptionnelle du travail qu'elle produisait. Il a regardé les sandales terminées posées sur le tabouret à côté d'elle et il a été frappé par leur beauté, par leur originalité, par la finesse du travail. Et surtout, il a vu quelque chose dans les yeux d'Alia. Quelque chose qu'il reconnaissait parce qu'il avait la même chose quand il avait commencé sa carrière, il y a 20 ans. De la détermination. Cette flamme que les gens qui réussissent ont dans le regard. Cette conviction profonde que ce qu'ils font a de la valeur, que leur travail compte, que leur rêve est possible. Karim avait vu beaucoup de jeunes entrepreneurs dans sa vie, mais ce qu'il voyait chez cette jeune fille, assise sous un auvent en tôle au bord d'une route poussiéreuse, c'était rare, très rare. Au bout de quelques minutes, Karim a parlé. Il lui a demandé si c'était elle qui fabriquait ses chaussures. Alia a levé la tête. Elle l'a regardé. Elle ne savait pas qui il était. Pour elle, c'était juste un client. Un client bien habillé, certes, mais un client quand même. Elle n'a pas répondu oui, simplement, sans chercher à impressionner, sans fausse modestie non plus. Juste oui. Karim a pris une des sandales qu'elle avait terminées. Il l'a examinée avec l'œil de quelqu'un qui connaît la qualité. Il a touché le cuir. Et il a passé son doigt sur les coutures. Il a regardé les motifs gravés. Il a retourné la chaussure dans tous les sens. Il a examiné la semelle, les finitions, chaque détail. Puis il a hoché la tête lentement et il a dit que c'était du très beau travail. Du travail de qualité supérieure. Du travail qu'on ne voit presque plus nulle part. Il lui a demandé qui lui avait appris à faire ça. Alia a senti sa gorge se serrer. Cette question, elle ne s'y attendait pas. Ou plutôt, elle s'y attendait toujours, mais elle ne s'y habituait jamais. Elle a répondu que c'était son père. Sa voix a tremblé légèrement quand elle a prononcé ce mot. Père. Karim a demandé où était son père, et Alia a dit qu'il était décédé. Il y a eu un silence lourd. Karim a posé la sandale doucement sur le tabouret. Il a enlevé ses lunettes de soleil. Il a regardé Alia droit dans les yeux. Son regard avait changé. Ce n'était plus le regard d'un homme d'affaires qui évalue un produit. C'était le regard d'un homme qui reconnaît une âme forte. Il lui a dit qu'il voyait en elle quelque chose de rare, du talent pur, de la discipline, de la passion,
et surtout cette détermination silencieuse qui est la marque des gens qui changent le monde. Et il lui a demandé si elle avait déjà pensé à créer sa propre entreprise. Une vraie entreprise, avec un atelier, des employés, une marque reconnue. Alia n'en croyait pas ses oreilles. Son cœur s'est mis à battre tellement fort qu'elle a cru qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle a failli pleurer, parce que c'était exactement son rêve, exactement ce qu'elle dessinait le soir sous sa lampe quand tout le monde dormait, et exactement ce pourquoi elle économisait chaque pièce depuis des années dans sa petite boîte en métal. Elle a dit oui. Oui, elle y pensait tous les jours, tous les soirs. À chaque point de couture qu'elle faisait, elle voulait créer une entreprise de chaussures artisanales. Au nom de son père, Papa Moussa. Karim a souri et il a dit quelque chose qu'Alia n'oubliera jamais de sa vie. Il a dit qu'il voulait être son associé, qu'il était prêt à investir dans son talent, qu'il voyait un potentiel énorme dans ce qu'elle faisait, que les chaussures fabriquées à la main avec cette qualité-là, c'était un marché immense que personne n'exploitait vraiment, que les gens du monde entier cherchaient des produits authentiques, faits avec amour et savoir-faire, et qu'Alia avait tout ça entre ses mains, littéralement entre ses mains. Alia est restée sans voix. Ses mains tremblaient. Son cœur battait tellement fort qu'elle avait l'impression que tout le marché pouvait l'entendre. Elle a regardé cet homme, ce parfait inconnu, qui venait de lui offrir la chance de sa vie. Elle a pensé à son père, à ce qu'il aurait dit s'il était encore là, et elle a senti au plus profond d'elle-même que c'était le moment qu'elle attendait depuis des années, le moment pour lequel elle avait souffert, économisé, travaillé, enduré les moqueries d'Alice, enduré la chaleur, la pluie, la fatigue, la solitude. Tout ça menait à ce moment précis. Et elle a dit oui, oui, elle acceptait. Mais à une condition, l'entreprise porterait le nom de son père, Maison Moussa. Karim a tendu sa main, Alia l'a serrée. Et à ce moment-là, tout a basculé. Tout. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Karim a tenu parole. Il a investi de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais il n'a pas fait les choses n'importe comment. Il a demandé à Alia de garder le contrôle créatif total. C'est elle qui dessinait les modèles. C'est elle qui choisissait les matériaux. C'est elle qui décidait des couleurs, des textures, des finitions. C'est elle qui supervisait chaque étape de la fabrication. Chaque paire de chaussures qui sortait de l'atelier devait avoir son approbation. Karim respectait ça. Il savait que le talent d'Alia, c'était l'âme de l'entreprise. Lui, il s'occupait du côté business, les finances, la logistique, le marketing, les contacts avec les fournisseurs et les distributeurs, la comptabilité, les démarches administratives. Ensemble, ils formaient une équipe parfaite. Le talent et la vision d'un côté, l'expérience et les moyens de l'autre. Un atelier a été ouvert dans un quartier de Douala. Pas un petit auvent au bord de la route. Un vrai atelier, grand, lumineux, avec de l'espace pour travailler confortablement. De grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. Des machines modernes à côté des outils traditionnels. Des étagères remplies de cuir de qualité et surtout de la place pour que le talent d'Alia s'exprime pleinement. Au-dessus de la porte d'entrée, une grande enseigne a été installée. En lettres élégantes sur un fond en bois chaud, on pouvait lire 2 mots. Maison Moussa. Quand Alia a vu ce nom écrit en grand pour la première fois, elle s'est arrêtée. Elle est restée immobile devant cette enseigne pendant de longues minutes. Et puis elle s'est effondrée en larmes. Ouais, c'était des larmes de joie, des larmes de fierté, des larmes pour son père qui aurait tellement aimé voir ça. Des larmes pour toutes ces nuits passées à dessiner sous une lampe. Des larmes pour toutes ces moqueries endurées en silence. Des larmes pour chaque pièce économisée dans la boîte en métal. Tout ça avait mené ici, à ce nom, sur cette enseigne. Papa Moussa vivait encore, à travers sa fille, à travers cette entreprise, à travers ses lettres. Alia a commencé à recruter. Elle a embauché des jeunes du quartier, des garçons et des filles qui n'avaient pas de travail, des jeunes que la société avait oubliés, des jeunes qui traînaient dans les rues parce que personne ne leur avait donné une chance. Elle leur a appris tout ce que son père lui avait appris. La couture, le travail du cuir, la patience, la précision. L'amour du travail bien fait. Elle était exigeante mais juste. Elle ne tolérait pas la paresse. Elle ne tolérait pas le travail bâclé. Mais elle encourageait, elle félicitait, elle expliquait. Elle recommençait autant de fois qu'il le fallait. Et ses employés l'aimaient.
parce qu'elle les traitait avec respect, parce qu'elle leur donnait une chance que personne d'autre ne leur avait donnée, parce qu'elle croyait en eux comme Karim avait cru en elle. Les premières collections de Maison Moussa ont été mises en vente et le succès a été immédiat. Les chaussures d'Alia étaient uniques. Chaque paire était fabriquée à la main. Chaque paire avait cette touche spéciale, ce mélange de tradition africaine et de modernité, de simplicité et d'élégance. Les gens se sont arrachés les premiers modèles. Or, les boutiques du centre-ville ont commencé à passer des commandes. Les réseaux sociaux ont fait le reste. Des photos des chaussures de Maison Moussa ont circulé partout. Des influenceurs en ont parlé. Des journaux locaux ont écrit des articles sur cette jeune femme de Douala qui fabriquait des chaussures extraordinaires avec ses mains. En moins d'un an, Maison Moussa est devenue une marque reconnue, pas seulement à Douala, dans tout le pays, et même au-delà des frontières. Des commandes arrivaient de l'étranger. Des gens qui n'avaient jamais mis les pieds à Douala commandaient des chaussures Maison Moussa par les réseaux sociaux. Karim souriait. Il savait qu'il avait fait le bon choix en investissant dans Alia. Et Alia, elle, travaillait encore plus dur qu'avant. Parce que pour elle, ce n'était pas une question d'argent. Puis ce n'était pas une question de célébrité. C'était une question d'honneur. L'honneur de son père, l'honneur de son nom, l'honneur de tous ceux qui travaillent avec leurs mains et qu'on regarde de haut. Pendant ce temps, quelque chose se passait dans la vie d'Alice. Les choses avaient changé, et pas dans le bon sens. Son copain, celui qui avait de l'argent, celui grâce à qui elle se promenait en voiture avec chauffeur et talons hauts, avait commencé à avoir des problèmes sérieux. Ses affaires ne marchaient plus, ses investissements avaient échoué, l'argent devenait rare, les factures s'accumulaient, les créanciers appelaient tous les jours, et quand l'argent a commencé à manquer, le comportement de cet homme a changé. Il est devenu froid, distant, agressif parfois. Il ne regardait plus Alice de la même façon. Parce que pour lui, Alice n'était qu'un accessoire, un bijou qu'il portait quand il avait les moyens de briller. Et maintenant qu'il n'avait plus les moyens, le bijou ne l'intéressait plus. Il ne l'avait jamais aimé. Il avait aimé l'image qu'elle lui donnait. Et quand cette image ne servait plus à rien, il n'avait plus aucune raison de la garder. Un jour, sans prévenir, il a dit à Alice de partir. Comme ça, froidement, sans émotion, sans discussion. Il lui a dit de prendre ses affaires et de s'en aller, qu'il n'avait plus les moyens de l'entretenir, qu'elle devait se débrouiller. Alice a pleuré, elle a supplié, elle s'est mise à genoux, elle a dit qu'elle l'aimait. Mais l'homme n'a pas changé d'avis. Son visage était dur comme la pierre, et Alice s'est retrouvée à la rue, sans argent, sans maison, sans voiture, sans chauffeur, sans les robes de marque qui étaient restées dans les placards de cet homme, sans rien, absolument rien. Elle est retournée dans le quartier où elle avait grandi, ce même quartier qu'elle avait quitté en se croyant supérieure, ce même quartier où elle venait se pavaner et humilier les gens. Elle est revenue la tête basse, les poches vides, le cœur lourd, en portant les mêmes sandales en plastique qu'elle portait avant de rencontrer cet homme, comme si les années de luxe n'avaient été qu'un rêve. Et dans ce quartier, tout le monde parlait de quelqu'un. Tout le monde parlait d'Alia. D'Alia et de Maison Moussa. D'Alia qui avait réussi. D'Alia dont les chaussures se vendaient dans tout le pays. D'Alia qui avait un atelier magnifique et des employés. D'Alia qui avait fait la fierté du quartier. Partout où Alice allait, elle entendait le nom d'Alia, au marché, dans la rue, chez les voisins, dans les conversations des femmes qui lavèrent le linge. Le nom d'Alia était sur toutes les lèvres. Alice entendait tout ça, et chaque mot lui faisait mal. Pas à cause de la jalousie. Non, c'était pire que la jalousie. C'était la honte. La honte brûlante et suffocante de ce qu'elle avait fait. La honte de toutes ces fois où elle s'était moquée d'Alia devant tout le monde au marché. La honte de toutes ces paroles méchantes qu'elle avait prononcées avec ce sourire cruel. Elle se souvenait de chaque mot, chaque rire, chaque regard de mépris. Et maintenant, elle réalisait que la personne qu'elle avait méprisée était devenue tout ce qu'elle-même avait rêvé d'être. Pas grâce à un homme, pas grâce à l'argent de quelqu'un d'autre, mais grâce à ses propres mains, grâce à son propre travail, grâce à sa propre sueur. Et ça, c'était la leçon la plus douloureuse qu'Alice ait jamais reçue de la vie. Alice a hésité longtemps, des jours, des semaines. Elle tournait en rond dans le quartier, elle cherchait du travail, elle allait de boutique en boutique, de marché en marché.
Mais personne ne voulait d'elle, parce qu'elle ne savait rien faire. Pendant toutes ces années où elle vivait dans le luxe, elle n'avait rien appris. Elle n'avait pas de métier, pas de compétences, pas d'expérience, pas de diplôme. Elle n'avait rien, juste le souvenir d'une vie facile qui avait disparu comme un rêve au matin. Et c'est là qu'elle a compris ce que Papa Moussa avait dit à Alia il y a des années. Les mains qui savent créer ne seront jamais pauvres. Alice n'avait rien appris à faire de ses mains. Et maintenant, ses mains étaient au vide. Et un matin, Alice a fait quelque chose qui lui a demandé plus de courage que tout ce qu'elle avait fait dans sa vie entière. Elle s'est levée, elle a mis ses vêtements les plus propres, elle a coiffé ses cheveux du mieux qu'elle pouvait et elle est allée à l'atelier de Maison Moussa. Chaque pas qu'elle faisait vers cet atelier pesait une tonne. Son cœur battait tellement fort qu'elle avait du mal à respirer. Ses jambes tremblaient. Elle avait peur. Peur qu'Alia la rejette devant tout le monde. Peur qu'Alia se moque d'elle à son tour. Peur qu'Alia lui rappelle chaque mot cruel qu'elle avait prononcé. Et quelque part au fond d'elle, elle aurait compris. Elle l'aurait mérité. Elle le savait. Elle est entrée dans l'atelier. Les employés l'ont regardée. Certains la reconnaissaient. Ils savaient qui elle était. Ils savaient ce qu'elle avait fait à Alia. Tous ces mois de moqueries au marché, les gens s'en souvenaient. Ils chuchotaient entre eux. Certains la regardaient avec froideur, d'autres avec curiosité. Mais personne ne lui a rien dit. On l'a conduite jusqu'au bureau d'Alia. Alia était assise derrière un grand bureau en bois. Elle portait une tenue simple mais élégante. Ses mains étaient posées sur des dessins de nouveaux modèles de chaussures. Des crayons de couleur étaient éparpillés à côté des dessins. Quand elle a levé la tête et qu'elle a vu Alice dans l'encadrement de la porte, son visage n'a montré aucune expression. Pas de colère, pas de joie, pas de mépris, pas de surprise. Rien. Elle l'a juste regardé, calmement, comme si elle savait que ce moment allait arriver, comme si elle l'attendait depuis longtemps. Alice est restée debout, incapable de parler pendant un long moment. Les mots étaient bloqués dans sa gorge, ses lèvres tremblaient, ses yeux se sont remplis de larmes, puis les larmes sont tombées et les mots sont sortis, comme un barrage qui se brise. Elle a demandé pardon, elle a dit qu'elle avait eu tort, qu'elle avait été stupide, qu'elle avait été aveuglée par l'argent facile, qu'elle avait oublié d'où elle venait, qu'elle avait oublié qui étaient ses vrais amis, qu'elle avait été méchante, arrogante et cruelle, qu'elle avait honte, tellement honte qu'elle ne pouvait plus se regarder dans un miroir. Elle a dit tout ça en pleurant. Les mots se mélangeaient avec les sanglots. Et puis elle a dit quelque chose qu'Alia n'attendait pas. Elle a dit qu'elle cherchait du travail, qu'elle n'avait plus rien, que personne ne voulait d'elle. Qu'elle était prête à faire n'importe quoi. Même balayer le sol de l'atelier, même laver les outils, même porter les cartons. N'importe quoi. Il y a eu un silence très long dans le bureau. Un silence si lourd qu'on pouvait entendre les respirations. Les employés qui étaient assis derrière la porte retenaient leur souffle. Tout le monde attendait la réponse d'Alia. Certains espéraient qu'elle allait remettre Alice à sa place, lui rappeler toutes ses humiliations, lui rendre la monnaie de sa pièce. Et personne ne l'aurait blâmée si elle l'avait fait. Mais Alia a fait quelque chose que personne n'attendait. Quelque chose qui a montré la vraie grandeur de son cœur. Quelque chose qui a prouvé que Papa Moussa ne lui avait pas seulement appris à coudre des chaussures. Il lui avait appris à être humaine. Elle s'est levée lentement. Elle a fait le tour de son bureau. Elle s'est approchée d'Alice et elle l'a prise dans ses bras. Comme ça, sans un mot. Elle l'a serrée contre elle, fort, comme on serre quelqu'un qu'on retrouve après des années. Et les deux femmes ont pleuré ensemble, debout, au milieu de ce bureau. Comme quand elles étaient petites et qu'elles pleuraient ensemble après une dispute de récréation. Sauf que cette fois, les larmes avaient un goût différent. Un goût de pardon, un goût de guérison, un goût de réconciliation. Puis Alia s'est reculée doucement. Elle a pris le visage d'Alice entre ses mains et elle a essuyé ses larmes avec ses pouces, avec tendresse, avec douceur. Et elle lui a dit qu'elle ne lui en voulait pas, que la vie avait déjà donné ses leçons, qu'il n'était pas nécessaire d'en rajouter, que ce qui est passé. Et elle lui a dit qu'elle avait un poste pour elle, pas pour balayer le sol, non, un vrai poste, à l'accueil de l'atelier, pour recevoir les clients, pour leur présenter les collections, pour représenter Maison Moussa avec le sourire et l'élégance qu'elle avait. Alice n'en revenait pas. Elle a regardé Alia avec des yeux grands ouverts.
rouge et gonflée de larmes. Elle a demandé pourquoi. Pourquoi elle faisait ça pour quelqu'un qui l'avait humiliée pendant des années devant tout un marché. Et Alia a répondu quelque chose de simple. Quelque chose de tellement simple et de tellement puissant que ça a résonné dans tout le bureau. Elle a dit que son père lui avait appris 2 choses dans la vie. La première, c'est comment coudre une chaussure. La deuxième, c'est comment garder son cœur propre. Et que si elle oubliait la deuxième leçon, la première n'aurait plus aucune valeur. Alice a commencé à travailler à Maison Moussa le lendemain. Et elle est devenue une des meilleures employées de l'entreprise. Pas parce qu'elle était la plus compétente au début. Elle ne savait rien faire. Elle devait tout apprendre. Mais elle apprenait vite et surtout, elle travaillait avec une gratitude et une humilité que tout le monde remarquait. Parce qu'elle avait compris quelque chose de fondamental, quelque chose que des années de vie facile ne lui avaient jamais appris. Elle avait compris que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle porte ou à la voiture dans laquelle elle roule. La vraie valeur se mesure à ce qu'elle sait faire de ses mains, à ce qu'elle construit de sa sueur, à ce qu'elle donne de son cœur. Aujourd'hui, Maison Moussa est une entreprise prospère. Les chaussures d'Alia sont portées dans plusieurs pays. L'atelier emploie des dizaines de personnes du quartier. Des jeunes qui auraient pu finir dans la rue ont trouvé un métier, une dignité, un avenir. Des familles entières vivent grâce à Maison Moussa. Et au-dessus de la porte de l'atelier, le nom de Papa Moussa brille en grand, comme une étoile, comme une promesse tenue, comme la preuve que l'amour d'un père peut traverser même la mort et continuer à changer des vies. Et Alia, quand on lui demande quel est le secret de sa réussite, elle sourit de ce même sourire doux qu'avait son père, et elle dit toujours la même chose. Elle dit qu'il n'y a pas de secret. Il y a le travail, il y a la patience, il y a la foi en ce que tu fais, et surtout, il y a les mains de ton père qui guident les tiennes, même quand il n'est plus là. Voilà, et cette histoire est terminée. Et maintenant, j'aimerais partager quelques réflexions avec toi. Cette histoire d'Alia, elle m'a touché profondément, parce qu'elle parle de quelque chose qu'on voit tous les jours autour de nous. On vit dans un monde où les gens te jugent par ce que tu as, par ta voiture, par tes habits, par le quartier où tu habites, par le téléphone que tu portes dans ta poche. Mais personne ne te demande ce que tu sais faire. Personne ne respecte le travail de tes mains. Et c'est ça le plus triste. On admire les gens qui ont de l'argent, mais on ne demande jamais comment ils l'ont eu. On méprise les gens qui travaillent dans la rue, mais on ne voit pas le trésor qu'ils portent dans leurs mains. Alia, c'est toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent au dur chaque jour dans le silence. Ceux qui réparent, qui cousent, qui construisent, qui cultivent. Ceux qui se lèvent avant le soleil et qui se couchent après la lune. Ceux qu'on ne voit pas. Ceux qu'on ne respecte pas. Ceux dont on se moque. Mais ce sont eux qui font tourner le monde. Ce sont eux les vrais héros. Ce sont eux qui méritent notre admiration. Et Alice, on ne peut pas seulement la détester, parce qu'Alice, c'est aussi nous parfois. Soyons honnêtes, c'est cette partie de nous qui est impressionnée par les apparences. Cette partie qui confond avoir et être, qui pense que l'argent facile vaut mieux que le travail honnête, qui regarde de haut ceux qui n'ont pas de voiture, pas de maison, pas de vêtements chers. Alice a fait des erreurs terribles, mais elle a eu le courage de revenir et de demander pardon. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de gens dans sa situation auraient peut-être préféré mourir de faim plutôt que d'admettre qu'ils avaient eu tort. Alice a choisi l'humilité, et l'humilité, c'est la porte de la guérison. Mais ce qui m'a le plus touché dans cette histoire, c'est la promesse d'Alia envers son père. Ce lien entre un père et sa fille. Cet héritage qui ne se transmet pas par l'argent, mais par les mains, par les gestes, par les heures passées ensemble sous un auvent en tôle, par l'amour du travail bien fait. Papa Moussa n'a pas laissé un compte en banque à sa fille. Il ne lui a pas laissé de maison ni de voiture. Il lui a laissé quelque chose de bien plus précieux. Il lui a laissé un savoir-faire qui ne perd jamais sa valeur, un savoir-faire qui ne peut pas être volé, qui ne peut pas être confisqué, qui ne peut pas disparaître. Et ce savoir-faire a construit un empire. Cette histoire nous rappelle une vérité simple, mais que le monde oublie tous les jours. Ne méprise jamais personne. Ne te moque jamais de quelqu'un qui travaille avec ses mains. Parce que tu ne sais pas ce que cette personne est en train de construire en silence. Tu ne sais pas quel rêve elle porte dans son cœur. Tu ne sais pas quel destin l'attend.
La personne que tu méprises aujourd'hui pourrait bien être celle qui te tendra la main demain. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette histoire. Est-ce que tu as déjà vécu une situation comme celle d'Alia, où les gens se moquaient de toi à cause de ton travail? Est-ce que tu connais quelqu'un comme Alice qui a changé après avoir perdu ce qu'elle avait? Et surtout, est-ce que tu penses qu'Alia a eu raison de pardonner à Alice et de lui donner du travail? Ou est-ce que tu aurais fait autrement? Moi, personnellement, je pense qu'Alia a fait le choix le plus difficile, mais le plus noble. Parce que pardonner, c'est se libérer soi-même. Mais je veux savoir ce que toi tu en penses. Partage ton histoire avec moi. J'adore lire vos commentaires et vos témoignages. Et si tu as une histoire personnelle que tu aimerais que je raconte sur cette chaîne, envoie-la moi. Je serai heureux de la partager avec notre communauté. Et n'oublie pas, si cette histoire t'a touché, laisse un like, partage la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prends soin de toi.